Bonjour à tous, je voudrais vous parler aujourd'hui de Maximilien, le dernier empereur du Mexique, né en 1832 et mort fusillé en 1867, qui a eu une courte vie et un destin à la fois romantique et tragique, destin que j'ai toujours trouvé émouvant lorsque j'ai découvert cette vie lors de mes premières années d'études. Oui, c'est une courte vie de 35 ans, au destin romantique que celle de Maximilien Ier, né archiduc autrichien, éphémère vice-roi de Lombardie-Vénétie, et qui se termina devant un muret de briques sèches sous les balles d'un peloton d'exécution mexicain à Santiago de Querétaro le 19 juin 1867. Car 3 ans de règne impérial auront suffi pour que renaisse pleinement la République du Mexique. Mais Maximilien saura mourir dans la dignité et assumer ses choix. N'a-t-il pas refusé d'abdiquer et de s'enfuir lorsque tout était déjà perdu et que ses alliés français, qu'il avait placés 3 ans plus tôt sur le trône mexicain, réembarquent leurs troupes et quittent piteusement un pays qu'ils n'ont jamais réussi à contrôler et pacifier? Maximilien se battra jusqu'au bout, jusqu'à la défaite, seul, loin de son épouse Charlotte, parti quémander vainement l'assistance des cours européennes et que cet abandon conduira à sombrer dans le souvenir mortifère de son époux bien-aimé. L'histoire de Maximilien aurait donc pu être écrite par l'un de ces écrivains romantiques que le XIXe siècle a nourri, car Maximilien a accumulé tout au long de sa vie échecs et déceptions, jusqu'au drame final. Et la réalité est souvent plus cruelle que la fiction. C'est au château de Schönbrunn que naît Ferdinand Maximilien de Habsbourg-Lorraine le 6 juillet 1832, second fils de l'archiduc François-Charles d'Autriche et petit-fils de l'empereur régnant François Ier d'Autriche. C'est son frère, François-Joseph, de 2 ans plus âgé, qui accédera au trône impérial. Le destin d'un cadet se dessine seulement dans l'ombre de son aîné. Mais des rumeurs troubles courent déjà sur la naissance de Maximilien. Ne serait-il pas le petit-fils de Napoléon Ier plutôt que celui de l'empereur d'Autriche ? Car sa mère, Sophie de Bavière, était si proche du duc de Reichstadt. Napoléon II dit l'Aiglon. L'éducation du jeune prince ne diffère en rien de celle de son frère aîné. Un archiduc d'Autriche, héritier du trône ou pas, doit se préparer à gouverner, ce qui l'oblige à maîtriser les nombreuses langues de son pays, sans compter le français, la langue diplomatique du temps. Il se doit également d'être bon cavalier, de s'initier à la chose militaire et aux mathématiques, tout en s'ouvrant aux arts. Les 2 frères, voyagent dans l'Empire pour découvrir les nombreuses régions et les populations de cet empire, pas encore bicéphale, mais largement multiculturel. Élève studieux, Maximilien n'en préfère pas moins la botanique et se réfugie souvent dans les serres du château, une passion dont il ne se départira pas et qu'il saura exploiter lorsqu'il fera construire plus tard son palais de Miramar à Trieste. La fin de l'insouciance sonnera pour Maximilien en 1848, en pleine année révolutionnaire. Je rappelle ici qu'en 1848, il y a des révolutions qui se produisent dans de nombreux pays européens. On a appelé cela à l'époque le printemps des peuples. Le frère de Maximilien, François-Joseph, devient empereur avant l'heure. En effet, les déficiences physiques et mentales de son oncle Ferdinand empêche ce dernier de régner plus longtemps, et son père, François-Charles, renoncera au trône pour des raisons similaires. Les relations entre les 2 frères se transforment alors. Maximilien doit désormais se plier à la très stricte étiquette impériale et obéir aux décisions du nouvel empereur. Une page se tourne, l'adolescence se termine, même si le jeune homme donne toujours l'image d'un prince romantique, volontiers rêveur, aux émotions vives et au tempérament changeant. Sa première grande déception amoureuse ne tarde pas. Maximilien s'est épris de Paula von Linden, un amour partagé par la jeune fille, mais qui est interdit par la différence de rang social. Paula n'est que la fille de l'ambassadeur du petit royaume allemand du Wurtemberg. L'ambassadeur sera rappelé et envoyé à Berlin, où Paola épousera un aristocrate prussien. François-Joseph, sur les conseils de leur mère Sophie, éloignera Maximilien de Vienne
l'envoyant à Trieste, principal port de la marine autrichienne. Maximilien entame alors une carrière d'officier de marine, enthousiasmé par les promesses de voyage et de découverte. C'est à Lisbonne que Maximilien rencontrera son second amour, Marie-Amélie du Brésil, orpheline de Pierre Ier du Brésil, ancien empereur du Brésil et roi du Portugal. La jeune fille est de sang royal, rien ne s'oppose donc à une union que les deux jeunes gens souhaitent de tout leur cœur. Mais la scarlatine et la tuberculose se chargeront d'apporter une fin tragique à cette prometteuse idylle. Marie-Amélie décédera en février 1853 à Madère, au grand désespoir de Maximilien, qui se réfugiera alors dans l'étude, le travail et les voyages au long cours. Nommé amiral et commandant en chef de la marine autrichienne, il contribuera largement à son développement et à sa modernisation avec la construction de bateaux à vapeur et l'aménagement d'arsenaux. C'est au retour d'une visite en France pour rencontrer Napoléon III au printemps 1856 que Maximilien fera la connaissance de Charlotte de Belgique, fille de Léopold Ier, roi des Belges. La jeune fille, encore très jeune, elle n'a que 16 ans, tombe éperdument amoureuse du prince autrichien, avec l'approbation de son père, Léopold. Les négociations peuvent commencer, car Maximilien semble plus s'intéresser par la dot que par les attraits de la jeune princesse. Une dot qui servira d'ailleurs à construire son château de Miramar sur les hauteurs de Trieste. Le mariage sera célébré le 27 juillet 1857 à Bruxelles. François-Joseph, absent de la cérémonie, offrira à son frère la vice-royauté de la Lombardie-Vénétie, rattachée à l'Empire depuis le Congrès de Vienne en 1815, mais contesté militairement par le royaume de Piémont-Sardaigne, car l'Italie est entrée dans une phase d'unification que ne saurait accepter le très conservateur François-Joseph. Une mission difficile attend donc Maximilien, prince à l'esprit plutôt ouvert et progressiste. Maximilien devient vice-roi de Lombardie-Vénétie. Il prend rapidement ses fonctions, menant un train de vie somptueux dans un palais officiel à Milan, mais sans oublier pour autant les devoirs de sa charge. Maximilien, réformiste, s'attellera aux grands travaux longtemps repoussés par son prédécesseur. Alors ces grands travaux sont l'assèchement des marais du Pô, l'irrigation du Frioul, l'aménagement portuaire à Côme, des aménagements portuaires à Côme et à Venise. Les besoins sont immenses. Il s'intéressera également à la santé des habitants en favorisant l'installation de médecins. Il s'intéressera aussi à la fiscalité en révisant le cadastre pour une meilleure répartition de l'impôt. Charlotte, son épouse, joue son rôle de souveraine à la perfection, se mêlant de bonnes œuvres et d'éducation. Mais que peuvent les bienfaits de cette politique dans une Italie qui aspire tout entière à l'indépendance et à l'unité? Bon administrateur, Maximilien n'en reste pas moins un administrateur autrichien, étranger au pays qu'il gouverne. L'aristocratie et la bourgeoisie locale peinent à se reconnaître dans un souverain imposé depuis Vienne et se sent exclu des décisions. La tension monte, le peuple s'agite et manifeste. François-Joseph impose à son frère une politique répressive. L'armée autrichienne, obéissant directement à l'empereur, intervient brutalement à Mantoue, Pavie, Vérone, Milan pour établir l'ordre. Maximilien ne peut que constater l'incompatibilité de sa politique avec celle de son frère et sa totale impuissance. À la demande de François-Joseph, il doit démissionner. Cette vice-royauté italienne fut donc un échec de plus pour Maximilien. Seul Cavour, Premier ministre de Victor Emmanuel II, roi de Piémont-Sardaigne, saura en reconnaître les mérites et profiter de l'aveuglement conservateur de l'empereur autrichien. La guerre ne tarde d'ailleurs pas à éclater entre les deux pays le 26 avril 1859, guerre que l'Autriche perdra contre les Italiens soutenus par les troupes de Napoléon III. Victor Emmanuel II s'empare de la Lombardie. Le royaume d'Italie naîtra 2 ans plus tard, en 1861. La Vénétie ne rejoindra l'Italie qu'en 1866, sauf Trieste, qui restera autrichienne jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale et la dislocation de l'Empire austro-hongrois.
Maximilien, désormais sans responsabilité officielle, retrouvera son château de Miramar avant de partir pour une longue croisière qui le mènera au Portugal et à Madère, dans la nostalgie de Marie-Amélie, son ancien amour. Puis au Brésil, car le couple Maximilien-Charlotte commence à se déliter. De retour à Miramar, Maximilien laissera même Charlotte seule plusieurs mois pour retrouver Vienne et la vie mondaine. C'est en fait un nouvel échec que ce mariage. Mais c'est l'aventure mexicaine de Napoléon III qui décidera finalement du sort de Maximilien. Une aventure lancée conjointement en 1861 par l'Espagne, la France et la Grande-Bretagne pour recouvrer et récupérer une dette de plus de 80 millions de pesos mexicains dont le remboursement avait été suspendu par le nouveau président mexicain Benito Juárez. Les Espagnols arrivent en premier à la mi-décembre, rapidement suivis en janvier des Anglais puis des Français. Au total, plus de 12 000 hommes débarquent à Veracruz. Les Mexicains ne tardent pas à céder devant la force. Les États-Unis, qui considèrent pourtant le continent américain tout entier comme leur chasse gardée, c'est la célèbre doctrine Monroe qui date de 1823, n'interviennent pas, trop occupés par la guerre de sécession qui vient de débuter en avril 1861. L'opportunité est trop belle pour Napoléon III de se lancer dans une aventure coloniale. Alors que leurs alliés espagnols et anglais réembarquent leurs troupes en avril, les Français resteront en terre mexicaine. Malgré sa connaissance du terrain et une défense énergique, l'armée mexicaine, moins bien équipée, ne saura pas empêcher les Français d'entrer à Mexico, un an plus tard, en juin 1863. En juillet 1863, sous couvert d'une assemblée de notables mexicains, Napoléon III peut désormais offrir à Maximilien la couronne impériale du Mexique. Car Napoléon III fait encore la pluie et le beau temps dans les relations internationales au début des années 1860. Il joue encore un rôle d'arbitre dans les relations internationales. Et si Napoléon III propose la couronne du Mexique à Maximilien, c'est aussi pour compenser diplomatiquement l'engagement français en Italie, et c'est aussi pour resserrer l'alliance entre la France et l'Autriche. Alors, comme toujours, Maximilien négocie les conditions, en particulier le soutien militaire et les garanties financières nécessaires pour réaliser ses projets de modernisation du pays. Seules la France et la Belgique apporteront leur soutien. François-Joseph refusera son aide et oblige même Maximilien à renoncer à ses droits sur la couronne autrichienne. Le 10 avril 1864, Maximilien choisit d'accepter la proposition mexicaine qu'il croit à tort venir du peuple mexicain tout entier. Le 14 avril, accompagné de Charlotte, il s'embarque pour une croisière agitée vers le Mexique. Le 28 mai, les deux jeunes souverains débarquent à Veracruz, où la fièvre jaune est endémique et l'accueil glacial. Les mauvais signes s'accumulent. Le 12 juin, Maximilien et Charlotte font leur entrée dans Mexico et s'installent au Palais national de Mexico. La République mexicaine et son président en titre n'ont pas pour autant déposé les armes. Depuis El Paso, à la frontière nord du pays, Juárez organise la résistance à l'envahisseur français et à ce souverain imposé. Les républicains abandonnent les batailles frontales pour la guérilla. Si les Français tiennent les villes, les campagnes sont aux mains des résistants. Les convois de ravitaillement sont attaqués et leur défense mobilise beaucoup d'hommes. L'empire mexicain de Maximilien ne tient que par la présence des troupes françaises, une présence d'ailleurs très coûteuse. Le corps expéditionnaire perdra près de 12 000 hommes, dont beaucoup de la fièvre jaune ou d'autres maladies tropicales. Donc Maximilien n'est pas plus heureux dans ses actions politiques. Le souverain n'a rien perdu de ses idées libérales et tente de les mettre en œuvre. Réforme agraire, droit de vote élargi, liberté religieuse, nationalisation des biens du clergé, de meilleures conditions de travail pour les petits paysans. Pour développer l'économie, il favorise même l'établissement de fermiers et d'artisans étrangers, prussiens ou confédérés américains vaincus à partir de 1865. Ce qui lui fait perdre ses seuls soutiens conservateurs, du côté des grands marchands, du côté des grands propriétaires terriens aussi, du côté du clergé, et sans lui faire gagner réellement l'estime du peuple.
Ces réformes restent théoriques et atteignent difficilement les campagnes, hors de contrôle. En juillet 1866, Charlotte quitte le Mexique pour plaider la cause de Maximilien et de l'Empire auprès des souverains européens. Vainement. Napoléon III n'avait promis des troupes que jusqu'en 1867, leur retrait a commencé dès janvier 1866. Napoléon III ne s'engagera pas davantage, d'autant que l'opinion publique française commence à lui demander des comptes. Charlotte ne reviendra jamais auprès de son époux et sombrera peu à peu dans des crises de paranoïa. Maximilien reste donc seul, alors même que les États-Unis commencent à apporter leur soutien au gouvernement républicain de Juárez. Beaucoup de partisans de Maximilien en viennent même à craindre une intervention directe des États-Unis d'Amérique et changent alors de camp. Maximilien refusera d'abdiquer, comme son entourage l'y presse. Tout est prêt pourtant pour son départ. Un bateau autrichien l'attend et ses bagages sont prêts. Son sens de l'honneur l'incitera à rester au Mexique, à se battre jusqu'à la défaite finale. C'est dans la cuvette de Santiago de Querétaro, petite cité entourée de collines, que Maximilien conduira et perdra sa dernière bataille avec ses derniers 9000 hommes en mars 1867. Le siège commence le 5 mars avec 40 000 soldats républicains qui encerclent la ville où se trouve Maximilien. Le siège se terminera le 15 mai. Jugé en cour martiale le 13 juin, Maximilien est condamné à mort. Malgré l'intervention de plusieurs souverains et de personnalités comme Victor Hugo et Garibaldi, Maximilien sera exécuté, fusillé le 19 juin au matin. Il meurt courageusement. Ses dernières paroles furent « Je pardonne à tous, que tous me pardonnent, viva Mexico ». Il avait 34 ans. Son corps fut rapatrié en Autriche en 1868 et repose dans la nécropole de sa famille, dans la crypte des Capucins, à Vienne.